Bonjour à tous, alors bienvenue dans cette capsule 6.2 du module qui porte sur la réflexivité ou faire réfléchir pour faire apprendre. Donc, dans ce module, on va essentiellement vous montrer des exemples concrets d'activités permettant de susciter la réflexivité. Alors ici, vous avez plusieurs extraits de textes réflexifs où on est plus dans une dimension métacognitive, un petit peu, vous allez voir aussi, là, des fois, la réflexion sur l'action va un peu se croiser à des éléments de processus. Ça peut arriver qu'il y a des croisements. Donc, vous avez ici des exemples de 3 étudiants qui font des commentaires sur la façon dont ils lisent, le moment, les stratégies qu'ils mettent en œuvre lorsqu'ils lisent, ce qui les motive à lire aussi au niveau des objectifs de lecture. Donc, vous pouvez mettre pause pour lire à votre guise. Ce que vous allez voir ressortir, c'est qu'on peut avoir toutes sortes de choses qui ressortent. Parfois, ça nous permet de voir qu'un étudiant va être très bien gérer son temps, il repère les moments où il est efficace, il a des objectifs qui sont cohérents, puis on voit que la planification de ses méthodes de travail vont être cohérentes avec ça. On voit qu'il a conscience qu'il doit gérer sa motivation et que ça va influencer les moments et la façon dont il va travailler. Dans le cas de l'étudiant 1, on est vraiment là. Dans le cas de l'étudiant 2, là, on voit un entre-deux, donc dans les objectifs, peut-être des petits billets possibles là, par rapport à des objectifs pas tout à fait adéquats, mais quand même une conscience quant au fait qu'il faut gérer le contexte où on lit, tenter de diminuer les distractions, des trucs aussi sur comment, des exemples de stratégies très transversales comme activer les connaissances antérieures. Donc, on peut avoir des choses comme ça. Et dans le cas de l'étudiant 3, on voit donc beaucoup moins de stratégie, peut-être une certaine confusion quant à c'est quoi l'objectif de lecture, est-ce que c'est de la détente, de la réflexion ou on est dans du travail. Donc, ces choses-là peuvent être vraiment utiles parce qu'en fait, les étudiants, de verbaliser ça, nous, ça nous permet de faire des rectifications, de mettre en garde les étudiants sur certaines choses qui risquent de devenir problématiques ou de nuire à leur apprentissage. Donc, plus les étudiants on peut les amener à être conscients de cela, plus ça va les aider dans leur processus, justement, là, scolaire et métacognitif. Donc, vous pourrez mettre pause et regarder le tout au besoin. Je passe à un autre exemple où là, on est vraiment plus sur la réflexivité sur le processus. On est réellement là, pas dans quelque chose de général sur la tâche, on est vraiment dans des méthodes de lecture. Ça, c'est un commentaire. Vous pourrez encore là mettre pause et le lire. De façon générale, donc pour donner des commentaires réflexifs, on peut orienter un peu les élèves, donc tout en laissant un peu la forme libre. On peut leur dire, dans ton commentaire réflexif, le but, c'est de réfléchir à tes méthodes de lecture. Donc, identifie un défi, essaie de faire une observation critique de ça et propose justement la méthode que tu fais. Est-ce que tu peux donner des exemples qui valident le fait qu'elle fonctionne ou non? Donc ça vous donne un exemple. Encore là, vous mettrez pause et vous pourrez lire. Ça, c'est un exemple d'un bon commentaire réflexif sur le processus. On peut aussi, au niveau justement là, des actions réflexives, des activités réflexives à mettre en place avant, par exemple. Là, on a un portrait de lecteur initial. Les portraits de lecteur, beaucoup d'enseignants les font faire. C'est pas toujours satisfaisant ce qui ressort de ces portraits de lecteurs-là. Dans l'approche ELAC, on a une des façons de demander de faire un portrait de lecteur, c'est de commencer demander aux étudiants de structurer un peu ceux-ci par rapport à donc cette structure qui est commentaire général sur comment vous vous percevez, ensuite quels sont vos savoirs, savoir-faire, savoir-être. Ce portrait de lecture-là, encore là, vous pourrez mettre pause pour le lire. C'est un exemple qui a été fait.
dans un cours. Il faut comprendre qu'au moment où le portrait de lecteur initial est fait, ce n'est pas le premier cours de la session. Cet exemple-là, par exemple, a été fait, je crois, au 3e cours de la session. Dans le premier cours, on avait déjà défini un peu ce que c'était la lecture littéraire, donc le cadre d'interaction, là, lecteur, monde extérieur et altérité. On avait donné des exemples de savoirs qui étaient pertinents dans le cadre de la lecture littéraire, donc toute la culture générale, la connaissance de figures de style ou procédés d'écriture, des savoirs sur la psychologie humaine, sur la société. On avait déjà parlé avec les étudiants explicitement, mais de manière très, très, très survol, évidemment, là, des savoirs qui étaient pertinents pour faire de la lecture littéraire. On avait aussi abordé les savoir-faire, donc toutes les stratégies de lecture qui existaient, et d'écriture également, donc comment les mettre en place, encore là, survol, et savoir-être. On avait parlé donc des 4 grandes catégories de savoir-être, mais en insistant surtout sur les 3 qui sont centrales à la lecture littéraire, à savoir les savoir-être relatifs à la créativité, à la mise à distance de soi et à la sensibilité, au socio-affectif. Donc, tout ça, ça avait été présenté. Il y avait même eu une modélisation de la part du professeur de son processus de lecture littéraire. Donc, le professeur avait fait une lecture d'un court poème en verbalisant tout ce qui lui venait à l'esprit et en notant, bon, voyez, là, c'est des savoirs que j'ai mobilisés. Ici, j'ai fait une stratégie de lecture. Là, je me suis, tu sais, ma sensibilité esthétique a pris le contrôle parce que j'ai été vraiment happée par ce petit passage-là, puis j'ai commencé à réfléchir à ça. Donc, l'étudiant, au moment de faire un portrait de lecteur initial, ça peut être quand même avantageux de placer la situation, parce que pour un étudiant, surtout qui est par exemple en 101, que c'est le premier contact qu'il a avec la lecture littéraire, de lui demander de faire un portrait de lecteur donnera pas toujours les résultats escomptés, parce que c'est un lecteur très précis qu'on cherche à comprendre ici. Et l'étudiant n'a peut-être jamais fait de lecture littéraire de sa vie, peut-être que oui, mais peut-être que non, peut-être qu'il a juste fait de la lecture de divertissement. Et donc, c'est important un peu de placer le théâtre pour que l'étudiant comprenne le cadre et un peu de quoi ça a l'air, un lecteur compétent. Et ensuite, on donne ça. Et c'est vraiment intéressant, cette structure-là, parce que au lieu de dire juste je suis pas bon en lecture, j'ai de la misère, et d'avoir des généralités sur lesquelles, en fait, autant nous comme enseignants que les élèves eux-mêmes ont peu de prise, de répartir comme ça en catégories, c'est vraiment très aidant, parce qu'il y a des étudiants, justement, en fait, qui vont se dire, ben finalement, en fait, je suis pas mauvais de façon générale en lecture, mais bon, j'ai pas beaucoup de savoirs généraux, puis j'avoue que j'ai des stratégies de lecture qu'on m'a enseignées, mais je les mets pas en œuvre. Bon. Et en général, les savoir-être, c'est là qui sont vraiment intéressants pour valoriser l'étudiant, parce que c'est très rare qu'un étudiant va dire qu'il n'a aucune sorte d'attitudes qui sont pertinentes. Donc, les étudiants vont toujours dire, bon, je suis peut-être pas très créatif, mais je suis très capable de me mettre à distance de moi-même. Au contraire, je suis très sensible. Donc, en général, ça permet d'être une force, puis ça donne presque déjà une sorte de petite prise de conscience sur un tremplin sur lequel les élèves peuvent travailler. Et évidemment, ce portrait de lecteur-là, on peut le refaire à la toute fin de la session en tant que bilan. On leur demande de reprendre le portrait de lecture initial pour voir comment le tout a évolué. Donc ça peut être vraiment intéressant. Alors, pour travailler vraiment sur l'action, là, vous avez un exemple de questionnaire d'attribution causale. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez fouiller ce nom-là, questionnaire d'attribution causale, et chercher avec Julie Roberge du Cégep André Laurando, qui a vraiment développé des choses intéressantes. Le questionnaire d'attribution causale, bon, on pourrait en dire beaucoup de choses. Moi, je vais être plus global. Il vise à provoquer un peu la responsabilisation par rapport aux techniques de travail de l'étudiant. C'est un questionnaire qui en théorie, va être répondu en plusieurs étapes. Donc, on pourrait avoir une étape, par exemple, la journée où l'étudiant s'assoit dans la classe, juste avant de lui donner le sujet de rédaction et l'extrait, par exemple, sur lequel on veut lui faire travailler. On va lui demander comment tu t'es préparé. Juges-tu que ta préparation a été bien faite, moyennement bien faite? Ensuite, on lui donne le sujet donc de sa rédaction, son extrait, il fait la rédaction. Et au moment où il remet
celle-ci à l'enseignant. On lui redonne donc deuxième moment de réflexion, un autre questionnaire très court qui est comment ça s'est passé d'un 1 à 5, 5 étant ça a été très très facile, tout va bien, 1 ça s'est pas très bien passé. Tu penses avoir quelle note, à quel point tu penses avoir des fautes. Par exemple, on pose des questions un peu où là, t'as eu une expérience, t'as agi, comment ça s'est passé, puis comment tu projettes que ça va avoir l'air là au sortir de l'évaluation, tout ça. Et il y a un troisième moment, au moment où on remet la copie corrigée, où là, on va demander à l'étudiant de regarder les premières réponses qu'il a données par rapport à comment il s'est préparé, comment il trouvait que ça s'était passé, et finalement, comment ça s'est passé réellement. Et là, évidemment, les questions vont viser à faire le pont entre ces éléments-là, tout en ramenant vers, encore là, une perspective future, comment la prochaine fois, on va envisager le tout. Donc là, vous avez au tableau un exemple qui est fait dans un travail qui aurait été fait à la maison. Donc, il n'y a que 2 moments. Donc, le moment où on remet le texte au professeur qui a été rédigé. Et là, on demande à l'étudiant, bon, ça vous est-tu paru facile ou difficile? Est-ce que vous avez fait la majeure partie de la rédaction moins de 24 heures avant la remise? Avez-vous fait cette rédaction en vous rapportant à vos documents de référence? Donc là, vous voyez qu'on a une énumération de finalement toutes les stratégies qu'aurait pu mettre en branle l'élève pour arriver à bien s'en sortir. Est-ce que votre degré, puis là après ça, considérant tout ce qui a été dit à la question 2, toutes les stratégies que vous auriez pu mettre en place, est-ce que vous considérez que vous êtes bien préparé, bien organisé dans la rédaction ou non? Quelle note vous pensez avoir? Combien de points français vous pensez perdre? Ça va être quoi la plus grande force et la plus grande faiblesse de votre travail? Et au moment de la remise de la note, là, évidemment, il y a des questions pour amener l'étudiant à réfléchir sur son résultat. Donc, évidemment, question 1 et 2, on lui demande de marquer son résultat, les points, par exemple, en langue. Et là, en vous référant à ce que vous aviez prévu, donc avant, en remettant la rédaction, est-ce que c'était proche ou loin de la réalité? On leur demande de se référer à leur grille de correction pour identifier leurs plus grandes forces, leurs plus grandes faiblesses. On leur demande de faire une sorte de commentaire synthèse sur les rétroactions qu'ils ont reçues. Et on leur demande surtout de mentionner une action ou une piste d'action concrète. Et là, c'est vraiment important que ces pistes d'action-là, l'aspect concret est vraiment, vraiment important. Les étudiants vont parfois dire « étudier plus »,« lire plus », par exemple. Mais ça veut rien dire. C'est pas précis. Ce qui est précis, c'est par exemple utiliser des surligneurs de couleurs différentes pour catégoriser mes procédés, puis être sûr de pas répéter toujours les mêmes, ou de m'assurer qu'il y a un fil logique qui suit d'une idée à l'autre, ou créer une carte sémantique à partir des procédés en utilisant le dictionnaire. Catégoriser de mémoire les figures de style en préparation de la prochaine analyse, parce qu'il faut que je sois capable de me souvenir c'est quoi leurs effets, puis donc je vais les catégoriser par effet. Donc ça, c'est des moyens concrets. Ce qui est intéressant à cette question-là, en fait, c'est que souvent, les étudiants plus faibles vont répondre « je ne sais pas ». Je ne sais pas comment concrètement m'améliorer. Et là, nous, ça nous donne une porte ouverte finalement comme enseignant pour aller vers eux par la suite en disant « mais t'as marqué que tu savais pas, on va discuter, je vais te donner des idées ». Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc, question 7, si vous ignorez comment améliorer certains points, dites ce que vous comptez faire pour aller chercher plus de soutien ou d'aide, etc. Donc, on peut aussi avoir des questions sur le niveau de motivation, encore là pour les aider à prendre conscience de leur niveau de motivation, pour leur demander aussi de trouver des stratégies pour se motiver. Donc, tout ça, ça peut avoir un effet vraiment intéressant pour aider les étudiants, d'une part, à intégrer les corrections, les rétroactions que l'enseignant a faites, au lieu de juste excusez-moi l'expression, les scanner rapidement, ressentir une émotion qui est parfois négative, de déception, par exemple, par rapport à la note, et juste dire, bon, je vais tout recommencer à zéro. Tout recommencer à zéro, ça veut dire qu'en fait, on va absolument pas tabler sur ce qu'on a
on aurait pu apprendre de la première expérience. Les étudiants faibles ont vraiment tendance à être dans l'évitement quand ils ont des mauvais résultats parce que, bon, pour toutes sortes de raisons, souvent ça va toucher à l'ego et quand on est fragile, c'est très difficile de recevoir des rétroactions. Donc, le questionnaire d'attribution causale vise à faire une distance, à amener une rationalisation de la situation qui est quand même positive, donc à développer un meilleur rapport à l'erreur, que celui-ci pouvant vraiment être un tremplin pour s'améliorer. Donc ça, c'est un autre exemple. On est vraiment plus dans la métacognition ici. Évidemment, on pourrait adapter ce questionnaire-là à la lecture littéraire, ça serait possible. Il faudrait juste axer sur des éléments plus précis de la lecture. Donc, voilà un exemple, ou des exemples par ailleurs de d'autres choses qu'on peut faire. Par exemple, dans un carnet réflexif, l'élève formule un commentaire critique sur l'efficacité des stratégies de lecture choisies en regard des défis posés par le texte analysé. Donc, lorsque les étudiants sont rendus plus avancés à la fin d'une session où on a travaillé, par exemple, beaucoup les stratégies de lecture, ben là, on peut vraiment demander à l'étudiant « Qu'est-ce que tu en as pensé? Tu as décidé de prendre les passages marquants puis les personnages. Là, on est rendu à la fin de la lecture de l'œuvre, on a eu des cercles de lecture, on a discuté de ça. Est-ce que tu penses que c'était les meilleures stratégies pour le texte analysé? » Donc, leur faire prendre conscience que selon les textes, les stratégies de lecture, ce ne sont pas des recettes, qu'il y a un jugement qui doit être posé pour bien les utiliser. Autre exemple, lors de la remise d'une rédaction, l'élève va surligner son niveau d'atteinte des différents indicateurs de qualité dans la grille d'évaluation descriptive. Donc, on peut lui demander aux étudiants de s'auto-évaluer eux-mêmes à partir d'une grille qui sera la leur, puis qui après ça pourrait être mis en parallèle avec celle de l'enseignant. Ce qui permet de mieux voir si l'étudiant comprend bien les attentes, notamment de la personne enseignante, ce qui permet aussi de s'assurer que l'étudiant a regardé la grille, ce qui n'est pas non plus une mauvaise chose. Finalement, lors d'une discussion d'équipe, les élèves peuvent identifier les problèmes qui ont été rencontrés. Donc, la discussion entre pairs est aussi super intéressante parce que parfois, les stratégies des personnes enseignantes vont pas être retenues de la même façon. Il y a des étudiants qui vont vraiment préférer prendre les stratégies que d'autres élèves leur suggèrent. Donc, les traces de la discussion les élèves peuvent finalement consigner ça dans un tableau problème-solution. Encore une fois, dans ce cas-là, c'est vraiment l'intérêt de travailler avec les groupes pour formuler des solutions aux problèmes d'apprentissage ou de lecture littéraire. Encore là, pour montrer aux élèves qu'ils sont capables par eux-mêmes d'aller chercher des choses. Donc, ce sont des exemples où on est vraiment on essaye de réfléchir sur comment on travaille, on essaye de réfléchir sur comment les choses, ça nous a amené à mieux apprendre, comment on pourrait mieux faire pour le futur. Donc, on réfléchit sur l'action pour l'améliorer. Donc, tout ça, tout ce qui a été montré dans le module 6, c'est vraiment cette idée de développer le jugement, mais aussi d'aider l'étudiant à situer l'action dans un processus d'amélioration personnalisé. Donc, que les étudiants arrêtent de stigmatiser l'erreur, au contraire, qu'ils essaient vraiment d'utiliser ça pour favoriser des objectifs d'apprentissage qui sont réalistes. Ça, c'est vraiment important. Les étudiants, c'est comme si la réussite scolaire, parfois, a vraiment le problème de fixer des objectifs qui sont pas réalistes pour les élèves. Donc, il y a des élèves qui sont tellement loin en arrière qu'ils vont se fixer l'objectif de passer le cours et on le sait qu'ils seront pas forcément capables, par exemple. Donc, l'étudiant qui fait 75 fautes de français ou qui ne comprend rien à sa lecture, ben évidemment qu'il va espérer passer le cours, mais on peut peut-être aussi l'amener à se rendre compte que dans la situation où il est, ce qui est le plus pertinent, ce n'est pas de se fixer un objectif de passer le cours, mais plutôt de dire « je vais réduire ma fréquence d'erreur, je vais m'améliorer », parce que sinon, ça devient extrêmement démotivant parce que l'étudiant va à un certain stade se rendre compte qu'il n'atteindra pas les objectifs qu'il s'est fixés et il va vivre un échec finalement qui va l'amener aussi peut-être à abandonner alors qu'il aurait eu bien besoin de travailler durant certaines heures, même si ça ne mène pas à une réussite scolaire, par exemple. Donc, on est vraiment dans cette idée de favoriser la perception de transférabilité des apprentissages.
Donc, on veut que l'étudiant puisse voir que ce qu'il est en train de faire est utile pour la suite. On veut détruire cette idée de silo où un apprentissage fait par la suite, on ne le réutilise plus. On veut offrir beaucoup d'occasions de rétroaction constructive. Et pour que les rétroactions soient constructives, on peut bien les faire et les faire de manière constructive, mais encore faut-il qu'elles soient reçues de manière constructive. Et c'est là que l'étape de faire réfléchir est vraiment importante. Parce que si on fait même si on fait des très, très bonnes rétroactions qui sont un modèle en quelque part, si l'élève a pas une attitude qui lui permet de recevoir ça, ben c'est un processus de communication, puis si la communication est brisée d'un côté, ça ne sert à rien de l'autre. Tous les efforts investis de l'autre côté vont être un peu inutiles. Donc, tout ça, ça vise à soutenir l'engagement, la responsabilisation et finalement l'apprentissage et l'amélioration. Donc, voici pour ce module 6. Le prochain module, on va arriver à cette étape qui est peut-être celle qu'on fait en amont, en quelque part, parfois, là, ou du moins celle par laquelle on devrait réfléchir. Donc, on a expliqué c'était quoi la lecture littéraire, on a montré comment les outils qu'on pouvait donner, comment faire pratiquer, comment faire réfléchir. Et là, il y a évidemment toute cette idée de l'évaluation. Et l'évaluation, bon, c'est le module 7, on va en parler à la fin, mais gardez en tête qu'en fait, l'évaluation devrait pratiquement précéder tout ce qui est donner des outils, parce que c'est en fonction de l'évaluation qu'on va décider quels outils donner et comment faire pratiquer et comment faire réfléchir. Donc, on se revoit pour le module 7 pour parler de cette question fondamentale.